Salut Maxime. Hello. Eh ben écoute, hyper content de te recevoir dans le podcast. Aujourd'hui, on va parler d'e-commerce, d'expérience client, mais aussi et surtout d'omnicanalité. Parce qu'effectivement, on voit qu'il y a de moins en moins d'e-commerce sans point de vente physique ou sans retail en tout cas. Aujourd'hui, du coup, je suis avec Maxime, qui est fondateur de Share Client. Donc déjà, bienvenue dans le podcast encore une fois. Et puis pour la petite introduction, donc Share Client, c'est une agence de design retail spécialisée dans la création de pop-up stores et d'expériences mémorables qui transforment les interactions entre les marques et leurs consommateurs. Donc en gros, vous aidez des marques comme Birkenstock, Sephora, Kabaya, Citadium ou encore Champion à dépasser un petit peu les défis de l'omnicanalité et puis à maximiser leur présence physique à travers des stratégies innovantes et des déploiements qui sont rapides. Est-ce que ça te paraît bien déjà comme C'est intro? un très bon résumé, ouais, en effet. Eh ben Très bon écoute, résumé. super. Et pour compléter un petit peu mon introduction, ça serait peut-être intéressant que tu nous partages un petit peu le point de départ de Share Client, qu'est-ce qui t'a un petit peu inspiré pour créer la boîte et les problématiques auxquelles vous voulez répondre. Ouais. En fait, c'est arrivé après pas mal d'années, parce que j'ai commencé à entreprendre il y a quand même quelques années, une bonne douzaine déjà maintenant. Et j'étais autour du design d'espace, notamment sur des salons, sur des opérations très événementielles. Et en fait, plus ça allait, plus je voyais des marques qui avaient un besoin de s'implanter, de créer des connexions. Ça, je l'ai toujours eu, c'était toujours un peu lancinant, mais j'ai toujours eu en tête. Et notre façon de designer des expériences, elle a toujours été orientée un peu par ce fait de connecter les marques avec les gens et un peu l'enjeu social du truc, tu vois. C'est ça qui, moi, me faisait vibrer, c'est comprendre pourquoi d'un coup tu te mettais à t'attacher à une marque quand tu vivais une expérience avec. Ça, c'est resté. J'ai fait beaucoup de centres d'exposition, puis ensuite de l'événementiel, puis ensuite des mises en place dans des centres commerciaux. Et là, on a eu l'opportunité de commencer à faire un pop-up, puis deux. Ça, c'était avec mon ancienne agence. Et puis, chemin faisant, on a grossi. J'ai cédé les titres de cette boîte. Et puis, j'ai monté Share Client il y a 3 ans maintenant, avec cette ambition-là de dire on va remettre au cœur du réacteur le lien social des gens avec les marques et on va essayer de créer des expériences. Et de là, on a commencé à s'attacher à qui sont les marques qui ont envie de créer des expériences. Typiquement les marques du e-commerce, parce qu'à un moment donné, elles ont peut-être ce besoin, on va en reparler, mais elles ont un peu besoin de connexion. Et puis aussi des enseignes qui existent depuis longtemps, qui ont besoin de se réinventer, qui ont besoin de se repositionner. Et là, c'est pareil, elles viennent nous chercher et nous, on vient leur adresser justement ce service-là, de se dire comment on connecte des consos bien d'aujourd'hui, bien dans leur pompe avec des envies, avec des marques qui ont des choses à dire, quoi. Écoute, j'ai plein de questions. Maintenant, pour remettre un petit peu de contexte en amont de ces questions-là, je voulais partager un petit peu avec nos auditeurs un panorama de l'innovation du Digital Native Group qui est sorti récemment. Et effectivement, une des tendances qu'on observe, c'est quand même le retour au retail. Donc, je vous cite le rapport. Au regard de l'augmentation des coûts d'acquisition et du plafond de verre e-commerce, les boutiques redeviennent les canaux d'acquisition souvent plus rentables. Le coût d'acquisition client a augmenté de 60% entre 2018 et 2022 versus 11% de croissance des loyers des baux commerciaux en France et sur la même période. Il y a aussi Bastien, le CEO de Kabaya, qui nous dit que l'omnicanalité aujourd'hui, c'est vraiment un incontournable. Et d'après lui, donc sa priorité, c'est le PNL global. Il accepte une rentabilité qui est dégradée sur le e-commerce car tous les canaux se renforcent mutuellement. Et il prend l'exemple de l'Allemagne, donc sur laquelle ils ont ouvert une boutique pour le go-to-market. Et donc ça a permis de pénétrer le marché là où en France, la notoriété leur permet déjà de moduler des investissements. Donc effectivement, c'est quand même assez flagrant, Ouais. 60% d'augmentation versus 11%. C'est vrai que un peu contre-intuitivement, il faut savoir que le e-commerce, c'est une des lignes, en tout cas dans le PNL, qui est vraiment la moins rentable versus les boutiques. Donc ça, moi, quand je l'ai appris, j'étais assez surpris. Et donc finalement, entre ce que tu as dit, ce que le rapport dit aussi, ce que Bastien nous dit, la question de se lancer en omnicanalité, finalement, c'est plus vraiment une question. L'idée maintenant, c'est de savoir un petit peu comment on fait ça concrètement. Et typiquement, dans la démarche de test and learn, une bonne première étape, ça me paraît être donc l'ouverture de pop-up store pour Par pouvoir un petit exemple, peu ouais, tester le marché. carrément. Et donc, c'est ton expertise. Donc, je te propose d'aborder la question un petit peu en trois temps. Donc, avant, pendant et puis après.
Donc ma première question, ça serait déjà en amont de lancer donc, cette opération. C'est quoi pour toi un petit peu les bonnes questions à se poser? Par exemple, quand les marques viennent te voir aujourd'hui, c'est quoi un petit peu les plus grandes problématiques ou en tout cas leurs plus grands objectifs lorsqu'ils prennent contact avec toi? Alors déjà, c'est que on accompagne des marques, des enseignes, donc il y a différentes typologies d'attentes et évidemment dans les marques e-commerce, pour essayer de schématiser un peu les questions, on va dire de manière générale. Sachant que tout le monde a des besoins un peu différents, donc ça, il faut savoir déjà l'identifier. Donc c'est presque le premier point, c'est de dire, OK, quelle maturité tu as sur le marché? Quel est ton objectif en termes de développement de ton magasin ou d'acquisition de nouveaux clients ou d'acquisition de retour client, parce que ça sert à ça aussi d'être en front, en physique avec des clients et des prospects. Donc les premières questions, c'est plutôt ça, c'est-à-dire quelle est la bonne stratégie à adopter. C'est ce qu'on fait à chaque fois, on part de là et on se dit ensuite quels vont être les leviers. Aller faire du physique finalement, et on parle d'omnicanalité, c'est vrai qu'on a tout de suite un impact un peu, en tout cas une vision, on se dit pop-up store tout de suite, mais pop-up store en fait c'est un peu galvaudé. On fait énormément de choses en physique. Tu peux aller faire des salons du Made in France par exemple. Alors il y a pas mal de marques, des DNVB qui sont sur ce modèle-là. Donc des salons. Tu peux avoir des présences dans des centres commerciaux. Tu peux avoir des présences dans des magasins, donc en shop-in-shop. Tu peux être sur un parvis de gare, tu peux être en activation très courte durée, plus longue durée. Donc ça, c'est ça le point de départ. C'est comment on calibre, qui tu es en tant que marque et quelle va être ta stratégie et de quoi tu as besoin en fait pour faire de la croissance. Donc c'est plutôt ça. Le premier point, il n'est même pas vraiment sur l'opérationnel pur et dur. Il est sur où tu vas et pourquoi tu y vas, quoi. Et donc en gros, si je comprends bien, c'est servir à la fois des objectifs d'acquisition, mais aussi de notoriété, Carrément. voire de rétention pour faire revenir ses clients et connecter avec eux dans la Carrément. vie réelle, entre guillemets. Est-ce qu'il y a un petit peu des signaux, tu vois, qui permettent, quand tu es une marque, de se dire, OK, là, c'est le bon moment pour me lancer dans l'omnicanal? Oui, il y a des signaux. Alors, déjà, il y a des marques qui vont avoir la problématique d'avoir soit des coûts d'acquisition qui sont de plus en plus hauts, on t'en parlait en préambule, tu vois, avec l'étude DNG, mais qui sont de plus en plus hauts. Et donc, par essence, on commence à s'intéresser à d'autres canaux. Donc, c'est ces marques-là qui peuvent commencer à s'intéresser à d'autres canaux et qui ont déjà aussi les moyens d'aller tester ces canaux-là avec un peu d'énergie, tu vois. Tu as aussi des marques qui vont se dire, OK, on a un produit qu'on doit évangéliser. Et par exemple, ça peut être un très bon exemple d'aller en physique et de proposer, toucher, tester, essayer, etc. Typiquement dans la cosmétique, dans la parfumerie, dans des produits un peu techniques, etc. Ça, c'est des leviers hyper importants. Et puis, tu as aussi des enseignes qui vont se dire, OK, on veut réadresser un peu le marché, on veut avoir une aura ou un positionnement un peu différent, on veut renouveler un peu, on veut dynamiser. Et ben là, ça s'adapte hyper bien aussi. Donc, tu as vu, en fait, globalement, il y a... sur chaque schéma, tu as une typologie de réponse retail, et je ne parle pas que de pop-up, tu peux avoir des boutiques en dur aussi. Ouais. Il y a une typologie de réponse. Ok, hyper intéressant. Et je me demande un petit peu, tu vois, d'un point de vue financier, parce que comme tous les fondateurs ou responsables marketing, tout commence un petit peu d'une spreadsheet. Je me demandais d'un point de vue rentabilité, tu vois, quand tu vas vouloir faire tes calculs pour te lancer sur ce canal-là ou pas. Est-ce qu'il faut estimer un ROI qui est tout de suite rapide ou est-ce que c'est plutôt un investissement à moyen terme avec une attribution qui est indirecte et qui va aller supporter d'autres canaux d'acquisition? Partons d'une marque, une DNVB qui fait déjà un chiffre d'affaires confortable, qui a un peu d'argent à mettre, quoi, qui a déjà une vision, une visibilité sur de l'omnicanalité ou aller se mettre en physique. Qu'est-ce qui va être important à bien monitorer en termes de coûts? D'une part, il y a où est-ce que tu vas t'implanter. Donc déjà, tu as potentiellement un loyer. Tu peux aussi négocier, au-delà du loyer, tu peux négocier du variable. Donc, tu as des lieux qui peuvent t'accueillir et juste contre du variable. Donc ça, c'est très bien parce que ça te permet de, tu vois, pas avoir de charge fixe déjà. Ensuite, tu vas avoir les coûts de déploiement. Donc là, je parle un peu de la vision un peu en brut d'un déploiement, tu vois. Donc les coûts de déploiement qui vont être le mobilier, l'installation, la mise en place opérationnelle. Tu vas avoir un coût de staff.
Ouais. Ça, c'est assez important. Et franchement, je préconise la plupart du temps qu'il y ait une présence des équipes market ou du CEO. Ou ça dépend quand on travaille avec des C-level directement ou qui sont déjà partie intégrante de la boîte, il faut qu'ils passent du temps dessus parce que le levier, il est énorme en termes de retour. Tu parles à des clients qui potentiellement te font un retour immédiat sur ton produit. Et du coup, tu vas comprendre des trucs que tu n'arrives pas à comprendre en e-commerce. Ouais. Même si tu captes, genre, tu as un trafic avec 100 personnes, tu vas réussir à voir où est-ce qu'il y a des points de friction, etc. sur ton Shopify. Mais en réalité, avoir une personne en face de toi qui te fait un feedback direct auquel tu réponds, ça, c'est un levier incroyable. Bref, je divague, mais mettre un peu le CEO dedans pour alléger aussi un peu les charges potentiellement, ou des gens du marketing. Et puis après, tu as tous les coûts inhérents à la mise en place, c'est-à-dire qu'il faut faire du stock. Il te faut un système aussi de paiement et d'encaissement. Big up à Payplug pour le paiement et l'encaissement. Tu peux aussi utiliser, tu vois, le POS Shopify, par exemple, qui arrive aussi en grande pompe pour les utilisateurs de Shopify. Mais du coup, tu as tout ça à prendre en compte. Et puis après, tu as toute la partie gestion opérationnelle avec le lieu dans lequel tu t'installes. Parfois, il te faut des autorisations, il te faut répondre à des normes, etc. Et c'est là où on conseille de se faire accompagner quand même par des gens qui savent implanter des magasins pour gagner du temps. Parce que clairement, ce qui coûte cher, c'est les erreurs d'évaluation comme ça. Intéressant, on va pouvoir revenir un petit peu justement sur les différentes erreurs, mais plutôt vers la fin de l'interview. Pour toi, c'est quoi un petit peu la durée d'un test idéal en retail avant de se lancer dans un déploiement qui est plus large? La durée idéale, c'est plutôt... en fait, elle est plutôt liée à ce que tu attends en termes d'opération. Parce qu'on en parlait au départ, tu peux te dire, OK, je vais aller faire un pop-up store pour montrer mes produits. Donc, tu n'as pas un besoin héroïste immédiat, même si tu peux en vendre, etc. Tu n'as pas un besoin héroïste immédiat. Nous, le conseil qu'on donnerait, c'est plutôt de dire, vas-y de manière très légère, mais assez quali. Il faut que ta marque, ton branding et tout existe bien. Ça, c'est hyper important. Il ne faut pas y aller cheap, mais y aller, même si tu y vas simplement ou de manière très très légère, mais il faut que ce soit tout quali. Tu fais de la démonstration produit. Le but, c'est pas du ROI direct, mais c'est plutôt de la visibilité, d'évangéliser ton produit, de rencontrer des clients hyper nichés, etc., etc. Là, tu peux t'installer sur des temps très courts. Okay. Parce que tu vas du coup limiter le coût de staff, le coût de loyer, etc., etc. Donc, c'est le principe du vendeur de saucissons, faire goûter des saucissons au supermarché. C'est con, mais c'est hyper puissant. Parce que tu transformes des prospects qui potentiellement aiment le saucisson en un acheteur quasi immédiat. Il l'a goûté, il le trouve bon, voilà, tu lui vends, point. Donc ça, c'est des leviers qui sont hyper puissants. On peut simplement les copier, ça existe depuis longtemps, ça fonctionne très bien. Ensuite, tu as le but de t'implanter. Imaginons que tu as une quinzaine, une vingtaine de produits, tu as toute une gamme complète. Typiquement des produits solides pour la maison, pour l'entretien de la maison ou pour de la cosméto solide, etc. Là, tu vas t'implanter. Tu veux rester plus longtemps parce que ça va te permettre d'amortir tous ces frais fixes dont on a parlé tout à l'heure sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. Et là, c'est beaucoup plus logique de s'implanter longtemps. D'une part, tu vas réussir à avoir un trafic régulier dans un centre commercial, par exemple, X samedi, X mercredi, avec des forts flux. Là, tu peux en profiter, tu vois. Tu n'es pas obligé de tout concentrer sur un seul samedi. Donc là, on conseille plutôt de rester plusieurs mois, voire 6 mois, 6 à 12 mois. Ça, c'est génial parce que tu crées une habitude aussi avec tes consos et c'est super. Et surtout, tu peux activer, avec tous les marronniers qu'on connaît, mais tu peux activer très fort entre le digital, tes réseaux sociaux, etc., et ton magasin et créer tout le temps des connexions, tu vois, pour faire venir tes clients, etc., etc. Et tu parles des réseaux sociaux, effectivement, c'est vrai que attirer des nouveaux clients en magasin, c'est quand même un vrai défi. La communication, j'imagine, c'est une composante vraiment du succès d'une opération en omnicanal. Comment, toi, tu conseillerais de procéder pour maximiser l'impact des communications et faire venir le plus de monde possible? C'est vrai qu'on a tendance à penser qu'à partir du moment où tu es dans une zone physique, avec un trafic, ça suffit. Et alors oui et non. On a par exemple fait une OP pour les cosmétiques Tarte. C'est une marque new-yorkaise qui s'est implantée. On a mis boulevard Haussmann en face du printemps. Et donc, il y a un trafic sur cet axe qui est énorme. Et donc, sans en parler, il y a déjà beaucoup de gens qui s'arrêtaient, qui attendaient, qui avaient envie de rentrer dans le magasin éphémère.
Mais le gros du trafic, il s'est fait parce que la communication en amont, elle a été de faire un FOH, donc tu sais, de faire un- une fausse apparition en 3D, en IA, etc., Place dans les rues de Vendôme, Paris, une exactement. banderole qui descend du Voilà, bâtiment. ça on Ouais. connaît, donc on a tous vu Jacquemus, Hmm. etc. Sephora en font beaucoup. En tout cas, Tarte en a fait un. Ok. Ça a été de communiquer sur ça pour dire on arrive, on est à Paris, etc. Et donc utilise les réseaux. L'avantage, c'est que tu comprends tout de suite qu'il y a un truc physique qui va se passer. Ouais. Ensuite, il y a connecter tous les influenceurs autour de la marque. Hmm. Donc là, inviter tous les gens avec qui vous travaillez sur la marque, tous vos influenceurs, tous les prescripteurs de la marque, il faut les inviter, il faut en parler. Eux, ils vont faire un relais en amont, donc il faut écrire un petit script pour qu'en amont de l'opération, ils puissent venir et surtout en parler à leur communauté. Et surtout, il faut faire des gros effets d'annonce sur peut-être du gifting, sur des expériences spécifiques, sur peut-être un lancement de nouveaux produits, ça s'adapte très très bien aussi. Hmm. Tu vois, des choses comme ça. Ok. Ok, donc imaginons que bah, ça y est, j'ai décidé de m'implanter, j'ai réussi à faire venir plein de monde dans mon super pop-up store. Maintenant, une fois qu'on y est, comment tu conseilles de retranscrire un petit peu l'aspect concept, storytelling, qui est entre guillemets assez évident à mettre en avant sur un site, car tu contrôles quand même pas mal le parcours des utilisateurs. Et comment tu arrives à retranscrire un petit peu cette expérience-là d'achat en magasin? Ça, c'est hyper bien ce que tu dis. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est un point qui est souvent central. Quand tu fais du e-commerce, tu as une bonne data d'images, tu as des bons assets graphiques, tu as plein de trucs, des logos, des images, des shootings, etc. Tu n'as rien qui existe en physique. Tu n'as pas de matière à toi, t'as pas, tu vois, ton ADN, il ne vit pas encore physiquement. Donc ça, nous, c'est un temps qu'on néglige pas. Au contraire, on passe pas mal de temps en amont à bien réfléchir à la stratégie et bien réfléchir comment on transforme une marque digitale en marque physique. Et pour ça, tu n'as pas que une forme de meuble, des matériaux différents, etc. Mais tu as tout un parcours que tu dois imaginer. Exactement le même tunnel que tu vas faire, mais qui est un peu technique sur le e-commerce. Parce que là, le but, c'est de maximiser ton taux de transformation. Ben là, ça va être un peu pareil, sauf qu'on va le réfléchir avec tout plein de connecteurs un peu sensoriels ou émotionnels. Donc, on va te faire croiser, par exemple, du staff qui est évidemment souriant, qui t'accueille, c'est bonjour, on te fait tester quelque chose, etc. On peut mettre un environnement sonore, on peut mettre un environnement olfactif, on doit le faire aussi. Tu as aussi tout un tas de petites étapes pour, en fonction de la position de la marque aussi, de sa stature, mais tu peux avoir tout un tas d'étapes pour soit premiumiser l'expérience, soit pour, au contraire, simplifier et emmener les gens à rentrer. Donc tout ça, c'est tous les encodants que tu vas réussir à positionner autour de ton expérience globale. Et donc ça se réfléchit pour que, typiquement, je reprends l'exemple de Size Up qu'on a fait au cœur de la Défense. C'était il y a quelques semaines. Là. On a fait une grosse structure qui faisait 200 mètres carrés, qui était toute fermée. Tu voyais un peu l'intérieur, mais pas tout à fait. Et donc là, c'est les produits de Sephora Size Up, c'est un mascara qui te fait un regard incroyable. Et donc là, tu rentrais à l'intérieur et tu avais tout un scénario où tu allais faire tamponner une petite carte. Donc tu avais quand même des trucs tangibles dans la main. Tu vois, on se déconnecte volontairement de tablettes, de trucs digitaux en magasin, etc. Au contraire, là, on est allé sur quelque chose de beaucoup plus tangible, où là, on fallait tester des produits. Une fois que tu avais testé ou tu avais fait ton atelier justement de maquillage, etc., tu avais le droit à ton truc. Ensuite, tu passais à une petite boîte où il fallait attraper un ticket avec du vent, des trucs comme ça, donc un truc très, très ludique. Si tu as attrapé le bon ticket, tu avais aussi d'autres lots potentiels ou d'autres petits échantillons gratuits. Tu passais à une autre étape avec une petite roulette, tu pouvais parier, donc un peu comme un petit casino, c'est très, très marrant, mais en quelques secondes, tu avais encore quelque chose. Et plus tu faisais comme ça de petites activations et plus tu prenais de contact avec la marque, au moment de sortir, plus tu avais des petits cadeaux, des petits plus en fonction de ton expérience. Et un truc hyper tangible, que des trucs très tangibles, tu vois. Et ça a cartonné. Ouais, ça m'étonne pas. C'est vrai que bah, là, ça se démarque très clairement de l'expérience digitale. Donc vraiment, couper net avec ça pour proposer quelque chose de différent par rapport à d'habitude, ça me paraît super intéressant. Et ça touche un peu au sujet de la personnalisation. Aujourd'hui, sur le digital, tu peux personnaliser les parcours d'achat, les wordings dans tes fiches produits, toute l'expérience finalement du client d'après son comportement avec des solutions comme Webin par exemple à laquelle je pense. Comment cette personnalisation peut se faire sur un exemple physique?
Peut-être que tu as un exemple un peu précis là-dessus. Je crois que tu m'avais parlé d'une marque de thé, il me semble. Ouais, exactement. Là, on déploie une boutique pour une marque de thé qui est B2B aujourd'hui, qui fait des thés pour quasiment tous les grands chefs et des thés pour les hôtels, etc. Et en fait, on a réfléchi ça parce que, comme tu le dis, personnaliser euh, des tunnels de vente, etc., suivant la typologie de ton client, ça se fait facilement. C'est vrai qu'en magasin, c'est différent. Quel type de discours tu vas adapter? Et typiquement, pour cette marque de thé, on est en train de travailler à leur magasin, donc là en B2C. Et leur positionnement, c'est ils veulent accompagner des amateurs de thé, mais aussi des connaisseurs, et faire passer ces amateurs de thé ou vraiment des novices en connaisseurs de thé. Donc, ils ont vraiment un positionnement et ils recherchent des thés, c'est extrêmement léché, c'est des très beaux produits. Et en fait, on a réfléchi tout cet axe autour des 3 typologies de clients sur lesquels ils travaillent. Et on a 3 typologies de discours différents dans le magasin. Tous s'entrecroisent, mais tu vas avoir par exemple, pour donner un exemple concret, typiquement ton client qui est encore amateur, qui ne connaît pas trop, toi tu vas peut-être lui parler d'infusion, de thé, du thé du matin ou de thé de la journée, de thé fruité ou de thé plus de caractère, etc. Pour autant, celui qui est un peu plus amateur ou plus confirmé, tu vas lui parler peut-être d'origine de thé, de type de culture, de millésime, etc., etc. Et donc, ça n'empêche que ton client hyper connaisseur, il peut passer prendre un pack du matin pour offrir, par exemple, mais se diriger vers un autre endroit qui sera sur lequel tu vois, il sera un petit peu plus attendu. Le wording lui correspondra un peu plus. Donc en fait, on fait à peu près le même travail qu'on peut faire en digital, sauf que là, on l'étire un petit peu dans le parcours dans le magasin. Tu vois. Ouais, c'est vraiment hyper intéressant comme expérience, ça. Je me posais aussi la question, tu en parlais tout à l'heure au niveau de la gamification un petit peu des parcours. Si tu avais d'autres exemples Mm. en tête, c'est vrai que la gamification, bah, comme ceux qui nous écoutent le savent peut-être, le Yoli, c'est vraiment notre dada, si je puis dire. Est-ce que toi, tu as d'autres exemples de voilà, comment retranscrire de la gamification, de l'expérience sur des expériences type pop-up store dans le monde physique? Eh ben, il y en a, on a quelques exemples comme ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est de penser à l'avant, avant que tu ouvres ou avant que tu ouvres ton pop-up ou avant l'arrivée de tes clients ou de tes prospects. C'est-à-dire que tu peux déjà commencer à les inviter. Tu peux aussi avoir des process de discussion sur WhatsApp automatisés, par exemple. Ça, il y a des systèmes qui sont incroyables et donc qui vont te permettre justement soit de créer un petit peu de personnalisation pour aller dans le sens de ce qu'on disait juste avant, soit créer de la gamification. Donc en retail, c'est assez facile parce que tu as plein d'éléments tangibles avec lesquels tu peux jouer. On a tous vu sur des pop-up une petite roue pour gagner une réduction, des choses comme ça. On avait fait par exemple sur Inga, ce qui était assez intéressant. Inga, c'est les éponges. Ils ont fait un carton, ils sont numéro 1 des éponges lavables aujourd'hui. Et Benjamin, qui est d'ailleurs un cerveau complètement génial et éclairé sur le e-commerce et de vendre des éponges, on a travaillé ensemble sur comment créer un pop-up store. Et en fait, on s'est dit, on va créer tout un tas de jeux autour de l'éponge. Alors, comment tu crées des jeux autour d'une éponge? C'est une Good bonne luck. question. Et en fait, typiquement, l'éponge, elle est lavable. Donc, dans quoi tu la laves? Dans une machine à laver. Hmm. Donc, on a recréé une machine à laver sur la boutique. Et tu prends des éponges, on distribue, on donne dans la main des éponges. Hmm. Donc, en fait, tu rentres en contact avec le produit immédiatement. Ouais. Tu sens que il est souple, il est quali. Et en fait, le jeu, c'est de jeter l'éponge dans la machine à laver pour gagner des réductions. Et plus tu en jettes, etc., plus tu as des réductions. Alors, ça, tu fais passer ça pour de la réduction, etc. Mais en fait, tout de suite, tu crées une approche de la marque où tu te dis Ouais. c'est fun, tu la jettes dans la machine à laver, tu comprends qu'elle est lavable, et en plus, tu touches le produit immédiatement. Donc, dès qu'on arrive, en fait, on te fait jouer un truc, ça c'est très drôle. Puis après, on avait caché aussi des petits easter eggs un peu partout dans le magasin, avec des petites phrases, des petits trucs comme ça qui peuvent te donner droit à des réductions. Donc, si tu es un peu observateur, ça pouvait déclencher ça. Et surtout, ça déclenchait aussi la viralité de la boutique. Ça, on n'en a pas parlé, mais évidemment, c'est un pan qui est extrêmement fort. Ouais. C'est que les gens vont republier. Tu vas pouvoir créer énormément de contenu aussi sur ta boutique. Et ça, voilà, on n'en a pas encore parlé, mais ça fait partie des choses que tu peux faire et que ta boutique te permet de faire. Et de crédibiliser ton image en plus. Bah, parlons-en justement sur la partie viralité. C'est vrai que moi, de mon expérience, de mon prisme à moi, côté Loyoli, donc solution de fidélité et d'engagement, tu parlais de la communication, de la préparation. Donc, si je puis me permettre de donner un petit conseil aussi, c'est
vos clients, par exemple, qui sont sur des tiers Gold, Platinum, donc vraiment vos top clients qui sont habitués à vos produits, qui connaissent bien vos produits déjà, bah, c'est ceux, pour moi en tout cas, en priorité, qu'il faut vraiment inviter de manière un petit peu exclusive sur votre opération physique pour créer encore plus d'attachement. C'est des gens qui ont des paniers moyens qui sont assez élevés aussi, donc ça peut leur permettre de passer à une autre étape. Et puis aussi, lorsque on est dans le cadre de l'opération, le jour J, potentiellement leur permettre de gagner des réductions supplémentaires ou des points de fidélité, s'ils font des stories, des TikTok, s'ils créent de l'UGC que vous pouvez ensuite réutiliser à des fins commerciales. Donc moi, ça c'est ce à quoi je pense intuitivement. Est-ce que toi, par exemple, tu as un exemple d'une marque qui a bien capitalisé sur cet aspect de viralité? Clairement, alors de base, quasiment tous les concepts, ils doivent incarner ce principe-là, parce que c'est un des leviers sur lequel tu vas faire durer aussi ton opération. C'est que pendant, ça va te permettre de faire de la com. Comme tu le disais, ça te fait de l'UGC, quoi. Tu peux faire beaucoup de contenu avec et l'utiliser. Et donc, tu as par exemple des marques comme ça. On a fait une OP en parallèle du pop-up pour Champion. Ouais. C'était chez Citadium. C'était il y a quelques mois. On avait créé une box juste à côté du pop-up. Donc, tu avais le pop-up qui était déjà implanté d'ailleurs, avec toute la nouvelle collection. L'idée, c'était d'inviter les influx sur la présentation de la nouvelle collection. Et en même temps, on a créé un dispositif où on avait un grand miroir avec un fond. Sur ce fond, il y avait toute la nouvelle com de la brand de Champion. On avait des ballons aussi, les ballons de basket qui sont un peu le cœur de la communication, que tu pouvais prendre et poser avec. Et on avait un grand miroir face à nous avec des grosses lights façon un peu studio, lumière studio, avec un photobooth. Et donc, le principe, c'est que tu pouvais te prendre en photo et tu obtenais des jetons en magasin, donc dans la partie shop, auprès du vendeur. Il pouvait te distribuer des jetons, donc tu crées une interaction avec le vendeur et tes clients. Et en distribuant ce jeton, tu pouvais aller donc soit te prendre en photo, imprimer ta photo, te l'envoyer par mail évidemment. Donc on récupère de la data mail parce que typiquement les photobooths c'est parfait pour ça. Ouais. On récupère de la data mail et en même temps avec le jeton, il pouvait jouer pour obtenir des goodies. Donc là il y avait 3 types de goodies. Il y avait des chaussettes Champion, un bonnet et autre chose, un sac je crois. Et on avait des espèces de petits distributeurs, tu sais, un peu à la japonaise, avec des boules, ces boules en PVC, là, dans lesquelles il y a un jouet. Donc là, à l'intérieur, tu avais un truc gagnant ou perdant. Et donc, tu en avais plusieurs sur l'opération. Et en fait, tu venais réellement donc mettre ton jeton, tourner cette manivelle, etc. Donc, tu avais une vraie interaction physique avec le truc. Les gens ont adoré ça. Donc, story à fond, etc. Parce que, en fait, c'est un truc... mécaniquement, c'est simple. Mais en fait, c'est valorisant pour la marque. Il y a un truc qui se passe, quoi. Et ça a super bien fonctionné. Et c'est des idées qui sont finalement toutes bêtes, mais bien réalisées, surtout bien intégrées. Et le dispositif, il était très quali. Tu vois, on avait un revêtement un peu ballon de basket sur toute la structure d'une espèce de cube, etc. Tout était bien éclairé. On avait remis des éléments de charte, les ballons qui étaient posés dessus, etc. Donc, tu vois, ça, c'est des petites opérations, mais qui ont vraiment un aspect de com, viralité qui est hyper puissant. Ouais, c'est fou, je trouve, de voir à quel point on peut se permettre d'être créatif sur ce genre d'initiative. C'est, je trouve, hyper intéressant et ça me donne quelques idées pour certaines marques avec qui on travaille aussi. Ok, donc maintenant, si on pense un petit peu à l'après. Donc, j'ai fait mon opération, plein de monde est venu, j'ai récupéré plein d'opt-in aussi, tu en as parlé rapidement. C'est vrai que c'est aussi un des gros enjeux si un de nos objectifs, c'est de faire de l'acquisition notamment. Comment je mesure le succès de mon opération? C'est quoi un petit peu les KPI que je vais regarder? Ce serait ma première question. Alors, en fonction en effet, en fonction de ce que tu as voulu mettre en place, de l'objectif de ta marque et de l'objectif de ton opération, imaginons que tu sois resté très peu de temps pour faire de la communication, évidemment, là, tes KPI sont assez différents d'une installation sur 12 mois pour faire du ROI. Partons du principe où tu veux juste aller évangéliser de la marque, tu vas réussir à collecter de la data de clients avec qui tu peux avoir échangé. Donc, ils sont potentiellement des clients en puissance ou déjà des clients que tu as réussi à réidentifier en physique avec peut-être des problématiques qui t'ont évoqué sur des produits ou simplement des questions que tu vas pouvoir toi réutiliser, faire upgrader ton discours aussi, tes tunnels de vente grâce à ça. Donc ça, c'est déjà beaucoup d'informations que tu peux traiter. Tu vas avoir aussi potentiellement
la possibilité d'avoir créé du contenu sur place, du contenu visuel, de la réputation pour ta marque aussi. Parce que typiquement, tu lances une nouvelle marque de chaussures, un truc comme ça, on peut la toucher. D'un coup, ça change ta vision qu'ont tes clients potentiels à l'autre bout de la France sur le digital parce qu'ils ont vu que tu avais fait une boutique à un moment donné. Ouais. J'ai un bon exemple comme ça avec Bicolagène. C'est une marque qui est devenue neutre maintenant, une marque de compléments alimentaires. La boîte, elle commençait il y a un peu plus d'un an. Elle a un peu plus d'un an. La marque, elle a commencé à se mettre pour faire un coffee shop dans les Galeries Lafayette. C'est un petit coffee shop qui mettait du collagène dans ses boissons. Okay. Le but, c'était pas de vendre du collagène. Le but, c'était de vendre des cafés et des boissons fonctionnelles avec du collagène dedans. Le collagène, c'est bon pour la peau, pour les articulations, etc. Et donc, de jour 0 à jour 10, les gens nous demandaient, mais comment on peut acheter le collagène ? Parce qu'on ne le sent pas, il se dissout bien, etc. etc. Et en fait, la marque Bicolagène, elle est née comme ça. Elle s'est mise à vendre du collagène parce qu'en fait, les clients le demandaient. Jamais la marque, elle aurait commencé à en vendre, empaqueté, sachet, etc., sans être passée par là. C'est-à-dire que la crédibilité du lieu a rendu tellement fort le produit qu'il est devenu désirable par des clients. Et l'exemple, il est incroyable parce que imagine que ta marque, elle existe un petit peu. Tu arrives en physique, d'un coup, en fait, tu as une aura particulière. Tu es réel, tu vois. Tu existes vraiment. Tu n'es pas un mec qui fait de l'import de produits un peu bizarres, etc. Tu es là vraiment face à des gens. Ça change tout. Franchement, c'est un levier qui est incroyable et on ne s'en rend pas assez compte. Mais c'est vraiment très puissant. Donc, il y a ça, par exemple. Et la marque Neutre, elle est devenue aujourd'hui un site e-commerce, etc. Elle continue avec ça. Et il y a eu d'autres opérations comme ça en physique, dans Paris, avec un petit bar à smoothie, etc., etc. Et donc, typiquement, tu peux avoir, pour finir de te répondre, tu peux avoir déjà ces retours-là sur une petite activation courte juste pour faire de la notoriété. Ouais. Ensuite, tu peux te mettre en place pendant plus longtemps. Et donc là, tu veux faire du ROI, tu as plus de produits. C'est quoi tes retours ? Tu vas voir quel produit performe en physique, combien tu as fait de ventes, achat versus vente, quel chiffre d'affaires tu as fait, quel bénéfice tu as tiré. Tu peux aussi avoir toutes les notions de trafic. Alors, il y a différentes façons de s'installer. Quand tu fais de la boutique ou de la boutique éphémère, etc., et que tu veux faire du ROI, il faut absolument mettre des compteurs de trafic. Ouais. Ça te permet déjà de voir si, par exemple, tu es en centre-ville, tu loues une boutique pendant 6 mois en centre-ville. Tu vas voir tous les gens qui passent dans la rue. Tu vas voir ton taux de transformation avec les gens qui rentrent dans ton magasin. Donc là, tu as les mêmes outils en digital. Hein. Ouais, tu vas sur Google Analytics, tu as le même principe. Et donc, déjà, tu installes ça. Et tu vois aussi ton taux de transformation. Sur tel jour, tu as eu combien de trafic, combien tu as fait de paniers, et quel volume, etc. etc. Donc, tu peux récupérer quand même pas mal de data. Et évidemment, ta rentabilité globale, ça, tu la calcules au fur et à mesure. Et en plus, tu crées du trafic depuis la zone géographique, du trafic digital, depuis la zone géographique dans laquelle tu es implanté. Ça, à l'époque, on l'avait vu avec Kabaya, qui était un des premiers clients de mon ancienne agence, où on a fait ces pop-ups, ces premiers bars à bonnets. Donc là, c'était... les sacs n'existaient pas encore et tout. C'était vraiment le début avec Bastien Valandi. Et donc, lui s'était rendu compte que sur son e-commerce, il avait des bons spectaculaires de trafic depuis les zones depuis lesquelles il s'implantait. Okay. Lui, il allait du genre en Bourgogne, il allait dans plein de villes de taille moyenne. Et dans les grands centres commerciaux de villes de taille moyenne, là, il avait des hubs de trafic hyper importants sur son site. Parce qu'il était crédible en physique, il faisait des ventes en digital. Et ça, il arrivait à le monitorer. Donc, tu peux avoir ça aussi, ce qui est un peu plus dur à faire, mais tu as aussi du trafic sur ton site et tu as aussi des ventes directement sur ton site. Tu vois. Ouais, hyper intéressant. En fait, ce que je retiens, c'est que en fait, se lancer dans un pop-up store, c'est un excellent moyen de vraiment se confronter au marché avec des consommateurs réels qui vont nous permettre de comprendre un petit peu les objections qu'ils pourraient avoir sur certains produits. Ça peut aussi permettre de faire tester justement des nouveaux produits auprès d'une audience qui peut-être nous connaît déjà un petit peu. Il y a aussi un gros sujet sur l'awareness de manière générale. Parce que assez facilement, comme tu l'as évoqué, il y a plein de choses qu'on peut faire pour créer de la viralité relativement facilement, avec des expériences qui se démarquent vraiment et qui vont laisser aussi une mémoire assez intéressante chez le consommateur. La question que j'aurais maintenant, si on reste un petit peu sur l'après et comment en fait on va pouvoir capitaliser dans la durée sur cette opération-là. Je pense par exemple à la brique CRM, une fois qu'on a collecté tous les opt-in. Voilà, ce serait quoi, toi, un petit peu, si tu as de la visibilité sur cette étape-là du parcours qui intervient
beaucoup plus en aval pour le coup de ce que vous faites avec Share Client. Mais est-ce que tu as un peu des bonnes pratiques comme ça sur vraiment continuer de capitaliser dans la durée après l'opération sur les clients? Alors c'est vrai que nous, le cœur du réacteur, nous, c'est d'être ce passeur de flambeau entre des problématiques d'adressage en digital pour aller en physique, de créer des expériences, de connecter les marques avec ses consos, et puis ensuite on relaisse la main jusqu'à ce qu'on recrée des activations, qu'on réfléchisse à des connexions avec les clients et la marque, etc. Donc là-dessus, j'ai moins les informations. Mais évidemment, le fait de continuer à les activer, de travailler des communications directes avec tes clients via des newsletters, etc., et d'utiliser tes réseaux pour essayer de garder un peu cet engouement, évidemment, on va travailler sur ces sujets. En tout cas, les boutiques vont permettre de créer ce genre de data et de contenu. Mais nous, on intervient vraiment sur la partie physique, tu vois. Donc là, clairement, il faut s'adosser avec une agence qui va bien collecter ces données-là, qui peut en traiter quelque chose. Mais nous, notre travail, c'est plus de l'élan là-dessus, tu vois. Ouais, je comprends. Écoute, là, on a parlé un petit peu des cas qui se passent au mieux avec des exemples qui ont été a priori successful. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu à l'inverse des erreurs les plus fréquentes que tu observes de ton côté. Les erreurs les plus fréquentes, si tu veux, tout le pendant des bons tips qu'on a évoqués au départ, c'est la bonne intelligence, la bonne préparation de ta stratégie pour aller te déployer. Il y a eu une époque où les pop-up, presque toutes les startups ou les marques e-commerce, etc., faisaient pour faire. Parce que c'est bien, parce qu'il faut être présent physique, parce que les autres le font, etc. Alors, tant mieux, parce qu'il y avait beaucoup de choses à activer, mais on a vu des trucs se passer qui n'étaient pas du tout alignés. C'est-à-dire que se précipiter sur le mauvais emplacement. Ouais, il y a une super opportunité, tel centre, telle gare nous propose un emplacement et tout génial, on y va, on ne peut pas le louper. Tu as un peu le FOMO, tu vois, la peur de louper le truc, etc., fait que tu sautes dessus. Okay. Première erreur. En général, tu n'es pas allé le visiter. Tu ne te rends pas compte parce qu'en fait, il y a un poteau 1,50 m devant qui te cache la moitié de la visibilité de la porte principale, etc. C'est des trucs cons, mais c'est hyper, hyper important d'aller sur place et de voir physiquement comment je vois la vitrine, comment est placé tel kiosque, etc. etc. Il y a des vraies contre-vérités là-dedans et surtout, il y a des vraies erreurs à éviter, simplement en te déplaçant. Tu restes quelques heures à côté, tu vas te prendre un café, tu restes posé une demi-heure tel jour, etc. Tu regardes un peu le trafic, tu vois si les gens y consomment. Tu as des endroits aussi où... donc là, je suis plutôt basé sur... la réflexion est plutôt sur le lieu. Mais c'est hyper important dans le commerce physique. Parce que tu peux avoir des endroits où les gens ils vont être de passage, mais avec une mission en tête. Typiquement, dans un lieu de transport, tu peux avoir entre un quai et un autre quai, un lieu de flux où les gens ils vont se dépêcher et ils ne vont pas forcément s'arrêter. Tu as d'autres lieux dans une gare, et ça c'est facile à comprendre, où tu as du temps de cerveau dispo. Donc, quand on conseille nos clients aujourd'hui et qu'on leur dit on vous cherche des emplacements, on va réfléchir aux emplacements pour vous, en fonction de la typologie du client, si c'est de la food ou si c'est une marque de mode par exemple, tu n'achètes pas au même moment et pas avec le même cerveau. Quand je dis pas avec le même cerveau, c'est que tu n'as pas la même temporalité dans ta tête au moment où tu achètes. Et ben on cherche pas les mêmes emplacements, même dans un même centre-co, une même gare, tu vois. Et donc typiquement, tu vas avoir par exemple, tu vas être près d'une entrée principale, tu vas avoir un flux entrant de clients avec une mission. Je veux aller acheter des courses pour ce soir ou un cadeau pour ma mère, etc. Ok, tu rentres, tu y vas, tu passes à côté, tu n'es même peut-être pas forcément attiré. Mais au moment où tu as fini ton achat, à ce moment-là, ton cerveau, il est un peu en train de scanner ce qui se passe. Et là, il faut qu'on te voit. Donc, ta hiérarchie de ton message, tes logos, ce que tu vas dire, ton branding, etc. C'est là où il doit être puissant, ou le sens dans lequel tes clients ils vont passer avec le temps de cerveau dispo pour te voir. Typiquement, l'orientation de ton kiosque, il peut vachement varier sur ta performance aussi. Donc, déjà faire ça, c'est de la bonne intelligence, mais déjà faire ça, c'est primordial. Tu vois. Aller voir le lieu. Ça, c'est un bon moyen de ne pas se planter. Ok. Donc aller voir le lieu, on retient qu'effectivement, c'est toujours bien de checker par soi-même ce qu'il en est réellement. Et puis se faire aider sinon, par soit un pote qui a déjà un commerce, soit, mais même des tips basiques. Mais il y a plein de trucs, quand on fait que du e-commerce, on ne se rend pas compte que ça,
bah, c'est fondamental. Mm. Si la route elle est abîmée par exemple devant, ou la chaussée elle est abîmée à cet endroit-là, les gens ils vont faire le détour. Ouais. C'est normal. Ouais, bah oui. Bah, sauf que toi tu vas perdre un volume de trafic qui est énorme. Donc ça veut dire que bah, soit la boutique elle n'est pas encore prête, c'est pas le moment, même si elle est super. Next, passe à autre chose. Tu vois. Ouais. Donc tu as ça. Ouais. Des erreurs à éviter, c'est par exemple essayer trop de copier un modèle. Tu vois, typiquement, on me dit souvent, on a des marques qui nous disent nous, on a vu un tel, ils font ça, on veut la même chose. Alors, ouais, mais non, parce que tu peux t'inspirer, évidemment, on s'inspire tous, tu vois, d'une créa, d'un truc à marcher, etc. Mais il faut que tu partes des fondements de qui sont tes clients, qu'est-ce qu'ils veulent et qu'est-ce que tu leur apportes, tu vois. Alors, t'as beau être similaire à une autre marque, a fait des bonnes perfs, etc., mais pas copier pour copier. Parce que parfois, tu vas avoir des idées qui vont être... On peut essayer de trouver des idées qui vont être plus malignes. Du genre des déploiements peut-être plus légers ou dans des endroits plus stratégiques, tu vois, ou aller chercher une niche plus concentrée. Donc, c'est bien de s'inspirer, mais pas de A à Z. C'est-à-dire qu'essayer de copier juste pour copier, tu peux te retrouver avec des trucs qui ne marchent pas bien. Okay. Parce que tu n'es pas exactement aligné avec ta cible. Et des fois, c'est des erreurs un peu légères, tu vois. Ok. Donc le lieu, le copier-coller. Ouais, après tu peux avoir ta typologie de déploiement, justement te planter sur le fait d'y aller trop peu de temps quand tu veux faire du ROI, parce que tu as du mal à amortir tes coûts fixes. Ouais. Même si tu peux investir, tu peux avoir une petite ligne de CAPEX en disant ok, on se fait déjà du mobilier qu'on va pouvoir utiliser sur un salon demain, sur un pop-up, etc. Il faut quand même le stocker, il faut le transporter, tu sais, il y a des coûts qui sont liés à ça. Et surtout, donc bien calibrer ton temps d'exploitation avec l'investissement que tu veux faire. Tu as plein de clients, dès le départ, on leur dit « Ok, c'est quoi le budget ?» Ah, on a un bon budget. Imaginons, ils ont un bon budget pour le déploiement, etc., qu'on trouve cohérent. C'est quoi un bon budget d'ailleurs ? Un bon budget, ça dépend ce que tu veux faire. Et ça dépend... bah ouais. Si tu veux donner une fourchette, par exemple, tu vois, de l'entrée de gamme au top du top. Typiquement, nous, on a une particularité, c'est que pour placer rapidement un petit skills de l'agence, mais notre particularité, c'est de dire dès le départ, au moment où on réfléchit à ta stratégie, on te dit ce qu'il faudrait investir. Parfois, on demande aux marques de lighter l'investissement pour ne pas se retrouver en fin d'opération avec un déficit ou sinon avoir une dépense qui est beaucoup trop élevée par rapport au potentiel de l'activation. Et alors, c'est contre-productif pour l'agence, mais en fait, non, parce qu'on va travailler dans la durée avec ces clients-là. Et l'idée, c'est que on réfléchit, par exemple, pour une marque qui va s'implanter pendant 6 ou 12 mois, ton coût sur ton mobilier, il va être un peu plus haut parce que faut que ça soit un petit peu plus quali, que ça tienne dans le temps déjà, pendant plusieurs mois. Ton revêtement de sol, ton installation, l'électricité, etc. Donc, tu as plein de coûts qui sont liés. Et là, un budget, ça peut aller de 25 à 35, 40 000 euros. Pour combien de temps à peu près ? Pour 6 mois, 1 an. Okay. Mais ça, c'est l'investissement sur le setup, tu vois. Ouais. Après, tu as le loyer, tu as ton staff, évidemment, tu as tous tes coûts variables. Je te parle en charge fixe. Ouais, okay. Et tu as des marques pour lesquelles on va dire non, il faut que tu sois autour de 20-25 max parce que tu achètes des produits, c'est pas toi qui les transformes et donc tu as une marge peut-être qui est un peu plus condensée. Ouais. Et tu te rends compte que le nombre de produits que tu dois vendre pour essayer d'être rentable, c'est pas cohérent. Donc on lui dit diminue. Et on l'aide à le faire. Donc, on conserve, on travaille un concept. Et dès le départ, le concept, on travaille des choses malignes pour que ça soit efficace, esthétique, aux normes évidemment, mais que ça ait de la gueule, tu vois. Ouais. Et donc, vraiment, ça, c'est les leviers sur lesquels tu vas travailler. Et pour autant, tu as des marques qui vont transformer des produits bruts avec des marges très, très élevées. Ouais. Et là, ils pourront se permettre de se dire, OK, nous, on va investir dans un truc un peu plus dans le dur, plus lumineux, des trucs, etc. Tous ces détails-là qui font que quand toi, en tant que conso, t'arrives, tu perçois la marque comme mieux placée ou l'écran est un peu plus sympa, etc. Notamment dans la cosméto qui est en train d'exploser en ce moment. Tu vois, où on investit un peu plus parce qu'on a besoin de rassurer comme ça. Donc, les finitions, les matériaux, c'est hyper important, tu vois. Ouais. Donc, tu mets un peu plus de budget. Okay. Et puis, tu as des OP très court terme. Et là, c'est quelques milliers d'euros ou quelques centaines d'euros parfois. On aide d'ailleurs des centres commerciaux à investir des petits kiosques qui sont prêts à être utilisés par des marques. Donc là, des plus petites marques, typiquement, tu as un e-commerce, tu fais quelques centaines de milliers d'euros ou quelques dizaines de milliers d'euros, tu commences, tu peux aller dans ce genre de dispositif et pour quelques centaines d'euros pour une semaine, par exemple, tu vas pouvoir vendre tes produits en direct. Le levier, il est incroyable. Tu passes de marque inconnue zéro à plein de gens qui vont te croiser, qui vont en parler, etc. Tu peux faire ce que tu veux. En ads, tu dépenses 500 balles en ads, tu n'as pas le retour que tu as en 500 balles en étant sur place une semaine. Ouais.
Et ça, c'est un truc, ouais, ça paraît compliqué, ça ne l'est pas du tout. Et on Mmh. accompagne des foncières en leur designant ces dispositifs-là pour les marques, justement. Tu vois, Ok, donc on ouais. essaie d'accompagner dans tous les Dans sens, les deux sens, ouais. parce qu'à toutes les strates, c'est hyper important. Mmh. Donc tu peux attaquer avec vraiment très peu, Ok. et que ça soit rentable, efficace, et en plus performant pour ta marque. Et tu peux aller un peu plus loin, comme des boutiques aussi. On peut faire des boutiques de plusieurs centaines de mètres carrés à plusieurs centaines de milliers d'euros, même pour une semaine, pour des grosses marques internationales, par exemple. Mmh. Mais parce que le levier de communication, et c'est un plan marketing national ou international, du coup, tu vois, les enjeux ne sont pas du tout les mêmes. Ouais, bien sûr. Mais là, on le déconnecte un peu. On est un peu au-delà du besoin d'une DNVB ou tu vois, d'une marque digitale. Et donc ça me paraît assez clair sur les coûts fixes. Et maintenant, si on essaie de redescendre un peu les autres items du BP, tes charges de perso, ça s'estime un petit peu à combien Alors, les charges de perso, déjà, suivant où tu es installé, tu as des temps d'exploitation un peu obligatoires. Dans un centre commercial, ça ouvre à 10h, ça ferme à 20h. Tu vois, il te faut du temps surtout cette durée-là. Donc, tu as au moins une personne et demie par jour pour faire tout le truc. Donc, ça, il faut le gérer. Et ça a quand même un coût. Donc, tu peux passer soit par un recrutement direct, c'est ce qui coûte le moins cher, mais il faut recruter, former la Trouver les personne. bonnes personnes. Ouais. Exactement. Donc, Ouais. tu vois un peu ça peut paraître complexe. Ouais, carrément. Tu as aussi des possibilités avec un student pop, par exemple. Ok. Je ne sais pas si tu les connais, mais c'est vachement bien fait. Mm. Tu réserves, tu as un pool d'étudiants qui va être formé, etc., et qui peut venir un peu à la rescousse comme ça et un peu renforcer des équipes. Tu as beaucoup de marques pour lesquelles ça marche très bien. Okay. Genre des produits qui sont faciles à vendre, où il te faut une présence. Tu en as d'autres pour lesquels il faut être beaucoup plus technique. Et là, ça peut être un bon aide, mais pas forcément le cœur du réacteur. Okay. Mais ça marche bien. On a aussi, il y a d'autres partenaires qui te font aussi du sourcing de force de vente supplétive. Donc là, en fait, c'est vraiment, on te source du staff qui est déjà recruté par l'agence en question, qui va être formé. Et lui, son métier, c'est de faire du commercial béton, quoi. Okay. Donc, il apprend la marque, demi-journée de formation, et ils arrivent, ils sont très forts. On avait fait ça pour Emma Matelas à l'époque, une start-up, quoi. Tu vois, tu connais Emma Matelas. Bon, voilà. Et je les présente, mais ils doivent être 400 maintenant. Et donc, on les a implantés en pop-up et on a organisé comme ça une équipe de vente hyper calibrée pour toute la durée du pop-up store. Et ils ont fait des super scores. Elle était hyper contente. Même si ça coûte un peu plus cher parce que tu as un responsable des ventes, tu as des équipes de vente en dessous, etc. Donc ça coûte plus cher. En termes de fourchette budgétaire là-dessus tu prends le coût, le tarif horaire d'un vendeur et tu rajoutes une 30% déjà sur une agence, tu vois. D'accord. Après, sinon, tu recrutes en direct, mais c'est comme tout. Si tu les payes bien, tu as potentiellement quelqu'un qui va venir à l'heure, qui va être là et qui va pas se barrer. Si tu les payes pas bien, tu as potentiellement du turnover. Donc ça, c'est important. Et surtout, il y a un truc, mais juste, il faut être ultra vigilant. C'est que tu peux tout foirer en ayant un vendeur sur son téléphone portable. On le croise non-stop, tout le temps. Et nous, on fait le tour des pop-ups. Notre terrain de jeu, c'est quand même, tu vois, les zones de retail, etc. On va avoir nos clients boutiques, nos clients, mais que ça soit en magasin, en pop-up, en activation, où tu veux. Franchement, tout le monde a le réflexe de se mettre sur son tel. Ça, c'est le loup du business. Il n'y a rien de pire. Ça, c'est l'enfer. Je ne commenterai pas là-dessus, mais je partage ton sentiment. Ok, cool. Et écoute, maintenant, pour finir, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'avenir, du futur, que tu sortes ta boule de cristal pour nous expliquer un petit peu ta vision des choses sur les prochaines tendances. Je l'ai mentionné au début, c'est vrai qu'on voit qu'il y a un gros retour en force du retail. Et dans ce cadre-là, en termes un petit peu d'expérience physique, c'est quoi, toi, un petit peu les nouveaux types d'expériences, les nouveaux formats d'expériences que tu vois émerger et qui, tu penses, vont se développer dans les mois, les années à venir? Il y a des sujets sur lesquels on est persuadé, tu vois, mais le retour des connexions humaines, tu vois, justement d'arriver à humaniser au maximum les marques. Donc là, c'est plus un travail autour de la marque, mais qui s'exprime en retail. Mais tu vois vraiment une vision, d'essayer de mieux connaître ton client, essayer d'incarner, humaniser au maximum ta marque, etc. Je pense que ça, c'est un levier qui est important pour l'avenir du retail et du retail physique. On a aussi un sujet sur lequel je crois beaucoup, c'est le mix, le partage des lieux. Tu as plein de marques qui peuvent cohabiter, qui renforcent l'une et l'autre leur positionnement. Donc ça, c'est des leviers qui sont hyper intéressants. Déjà, ça permet de faire communiquer des marques entre elles. Tu le vois aujourd'hui,
sur d'autres secteurs, mais tu vois, un Burger King, X, une autre marque, Ouais. d'un coup, toutes les marques deviennent cool, tu t'intéresses à une autre marque, presque tu l'aimes autant que la marque principale, etc. Ça, en retail physique, c'est ultra puissant. C'est génial, tu vois. Ouais. Déjà, t'imagines, tu parles à deux pour faire venir dans un seul endroit. Ouais. Il suffit que ton client il soit un peu complémentaire. Par exemple, il soit sportif, tu as un produit sportif et en même temps un complément alimentaire. Ouais, c'est ça. Tu vois, tu vends des baskets, des compléments, tu as la même cible en gros. Ouais, c'est clair. Donc ça, c'est extraordinaire. Tu peux faire ce genre de choses. Ça, j'y crois beaucoup. Ouais. Et puis après, continuer à essayer de créer des connexions fortes entre de l'activation digitale et de l'activation physique, tu vois. C'est, sur ce dernier point, est-ce que tu as un exemple en tête entre justement créer des meilleures connexions entre le digital et le physique? Ben, je pense que ça revient un peu à l'item numéro 1, à l'esprit d'humaniser un peu ta marque. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a quelques temps, on pensait que faire de l'omnicanalité, c'était redescendre du digital sur les magasins. On remettait des tablettes partout. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Pas forcément le bon angle. Ouais. Est-ce qu'il y a eu vraiment des performances autour de ça? Il y en a quelques-uns qui ont réussi. Il y a des bons exemples avec de la data en magasin ou en tout cas du complément d'achat en magasin, etc. Mais il y a eu beaucoup de choses avortées qui n'ont pas forcément fonctionné. Donc, tu vois, pour le coup, c'était plus du feeling. Nous, on n'a jamais été très chaud à redescendre énormément de contenu digital en magasin pour se dire finalement, on peut peut-être reconnecter notre client digital parce que grâce à son smartphone, il vient sur place et puis il retrouve son compte client, son machin. Mais non, tu mets pas tes infos comme ça. Quand tu es chez toi, sur ton tel, ça va. Ou sur ton ordi, dans ton canapé. Mais en magasin, tu mets pas tes infos de CB, tes trucs, etc. Ouais. Donc tout ça, tu vois, c'était une vraie fausse bonne idée. Et on est arrivé, à mon avis, sur quelque chose où on va essayer de créer une connexion un peu meilleure avec ses clients, justement en ayant peut-être du staff plus performant, qui reconnaît un peu les clients. Typiquement, notre magasin de thé, notre client, c'est un des positionnements. Alors, je ne vais pas tout dire parce qu'on est en train de finir de déployer son concept, mais un des positionnements, c'est vraiment de ramener l'humain là au cœur du système et essayer d'avoir un système de fidélité qui passe surtout par le « Ah, je me souviens de vous Ouais. ». Et donc, il y a plein de possibilités pour engager des discussions, pour donner l'impression en tout cas qu'on s'est déjà croisé, et après d'implémenter dans un système de CRM assez simple, mais d'implémenter des infos pour retrouver rapidement « Ah bonjour, vous aviez acheté tel produit, alors ça vous a plu, le numéro tant, etc. Est-ce que vous voulez goûter ça? On a un nouveau produit qui ressemble à ça, est-ce que vous voulez… » Et ça pour nous, c'est un levier qui est hyper, hyper fort. Et que tu peux avoir en commerce physique, quoi. Ouais. Non, franchement, j'apprends beaucoup de choses. J'ai hâte de voir les prochaines opérations que vous allez faire. Aussi, Je m'y rendrai personnellement pour contempler tout ça. Avec plaisir. Et puis écoute, je pense qu'on a fait un bon tour du sujet en réalité. Est-ce que tu as quelques conseils généraux pour finir, peut-être qu'on n'aurait pas évoqué? Ouais, de créer. En vrai, c'est un peu le centre de la discussion. À chaque fois, on en revient toujours à ça. Tout ce qu'on fait, toute l'énergie qu'on met pour aller se développer en physique, c'est de créer une connexion à un moment donné. De créer un truc. Alors, c'est un peu galvaudé de dire qu'on est dans l'émotion, etc. Mais en soi, c'est vrai, tu vois. C'est d'arriver à avoir un point d'accroche physique et de faire que ton client, il devient un peu par essence ambassadeur de ta marque. Et ça, à tous les moments de la conception, du point de vente, de l'expérience, du design, de tes enseignes, de ton discours, de la hiérarchie de tes messages, du lieu dans lequel tu t'implantes, à chaque fois, est-ce qu'on relie à l'ADN de la marque? Est-ce qu'on relie bien à qui sont les clients? Share Client, c'était ça en fait l'idée. C'était de dire, alors évidemment, il y a le jeu de mots, parce qu'on aime nos clients, mais surtout, en fait, c'est le partage du client. Le client de notre client, c'est à lui qu'il faut qu'on parle, tu vois. Et notre façon de réfléchir, c'était ça, c'était de dire comment on crée ce truc d'émotion. Donc, surtout, le point central, c'est créer un moment de rencontre, créer un truc où il peut se passer un sourire, un test de produit. On va dire la quintessence de ça, c'est juste l'échange autour de ton produit, de ta marque, et autour, tu rajoutes des éléments pour créer une atmosphère, pour créer un environnement, pour communiquer correctement, etc. Mais il faut vraiment penser au cœur du réacteur, quoi. Ouais. La connexion avec le client, la connexion avec ton produit. Ça, c'est juste un peu le b.a.-ba. Mais partir de ça, tu as plus de chances de ne pas te louper, quoi. Ouais.
parce que tu choisis pas le mauvais endroit, parce que tu dis mais non, notre produit c'est eux, nos clients c'est eux, tu vois, cet endroit-là c'est pas nos clients, tu vois. Tac, ça peut dégager. C'est du bon sens, mais franchement tout doit tourner autour de ça. En tout cas, nous Ok. c'est notre façon de le penser. Ouais. Trop bien. Et écoute, où est-ce qu'on peut retrouver Cher Client? Où est-ce qu'on peut te retrouver toi? Nous, partout où il y a du commerce, c'est-à-dire en France, en Europe, et aujourd'hui on a de plus en plus de clients à l'international, donc on est très content. On a des marques qui veulent venir s'installer en Europe aussi, qui viennent d'Asie, d'US, etc. Donc on continue à les accompagner. Et puis moi, me retrouver sur LinkedIn, où j'essaie de donner un max de tips, de retours d'expérience, etc. sur l'implantation en boutique, en pop-up store. Donc voilà, sur mon Insta aussi, sur l'Insta de l'agence, où on poste quelques petites photos, vidéos de nos opérations. Voilà, sur les réseaux traditionnels, quoi. Trop bien. Eh ben écoute, merci beaucoup Maxime, c'était Merci à toi. un plaisir et j'espère que ça plaira à ceux qui nous écoutent aussi. J'espère aussi. Ciao.